Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Tout de suite les titres de ce journal. Le conflit s'enlise au transport urbain de Blois. Les salariés entament leur 6e semaine de grève. Législative, nous partirons ce soir dans le Loir-et-Cher où nous ferons le point sur une circonscription qui pourrait bien basculer à gauche, la première du département. Et enfin, gros plan sur un projet de chaufferie à Blois, un projet à 35 millions d'euros. Bonsoir. À Blois, climat particulièrement tendu au tube. Depuis 6 semaines, les salariés transports urbains sont en grève. Ils demandent la revalorisation de leur salaire. Après avoir occupé le bureau du directeur, cet après-midi, les syndicats ont rencontré la direction sans vraiment parvenir à trouver un accord. Ils demandent une hausse des salaires de 6,8% et la direction ne propose que 3,5%. Anaïs Michaud. 6 semaines de grève et toujours pas d'accord entre les salariés de Keolis et la direction. Entre les militants CGT et CFDT, plus de 80% des conducteurs des bus tubes suivent le mouvement, espérant obtenir une hausse substantielle des salaires. Ce qu'on demande, c'est un rattrapage des salaires, puisqu'on a environ 11% de retard sur la moyenne nationale. Et aujourd'hui, 11%, ça représente un peu plus de 200 €. Après maintes négociations, les deux camps ne cèdent pas. Pourtant, pour la direction, les propositions étaient tout à fait honnêtes. Une négociation, c'est chacun fait un pas. Là, pour l'instant, on est les seuls. Il n'y a que la direction qui avance, qui propose. Côté syndicat, c'est très bloqué. On ne pourra pas aller à 6,8% d'augmentation sur un an. Du coup, entre Olivier Chollet et ses salariés, le ton s'est durci. Sitting dans le bureau du directeur et visite d'un huissier, ces derniers font état d'une véritable intimidation. La direction a envoyé des recommandés chez les salariés pour dire que c'était pas possible, ces choses-là. Donc ça a été mal perçu parce que, oui, effectivement, on commence à mélanger vie professionnelle et vie privée, là. Et du coup, la direction, déjà, n'est pas respectueuse et commence déjà un peu à tout mélanger parce qu'ils perdent pied, quoi. Historiquement, Keolis Blois n'a jamais connu de grève aussi longue. Pendant ce temps, les usagers doivent prendre leur mal en patience. Une déduction de 50% sur leur abonnement du mois de juin leur sera proposée afin de les dédommager. Les suites de l'affaire de cette femme de 82 ans retrouvée morte samedi à son domicile de Tours. Son mari âgé de 87 ans a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire hier. L'instruction a commencé aujourd'hui. Après plus d'1 an d'investigation, un trafic de stupéfiants démantelé par les gendarmes entre Neuville-le-Roi et l'agglomération Tourangelle. 4 personnes ont été incarcérées. Dans cette affaire, de la cocaïne pour une valeur marchande de 17 000 € a été saisie. Les enquêteurs ont mis la main aussi sur plus d'1,5 kg de cannabis et 16 000 € en petites coupures. L'un des suspects incarcérés pourrait être le cerveau du réseau. Il est âgé d'une trentaine d'années. Plus que 18 jours avant le premier tour des élections législatives, ce soir, direction le Loir-et-Cher. On fait le point sur la première circonscription, celle qui regroupe les cantons de Blois, Contres, Montrichard et Vineuil. 12 candidats pour un fauteuil de député. Et la bataille s'annonce serrée, car c'est la gauche qui est arrivée légèrement en tête au second tour de l'élection présidentielle, avec 884 voix d'avance seulement sur l'UMP, une première depuis 15 ans. Michael Briffaut. Le député sortant Nicolas Perruchot reste confiant car ce candidat du nouveau centre a fait le rassemblement dans son camp. Pas de candidat pour le concurrencer à sa droite ni au centre. L'UMP le soutient et le MoDem sera absent de cette élection. Il compte sur son expérience pour faire la différence et notamment sur un rapport parlementaire concernant le financement des syndicats qu'il a fait connaître nationalement. On met presque une dizaine d'années en fait à acquérir cette expérience. Cette expérience, je l'ai pour moi aujourd'hui. C'est un des 2 mots de mon slogan, mais je compte beaucoup évidemment l'utiliser pour arriver à faire entendre la voix du Loir-et-Cher le plus fort possible à Paris. C'est évidemment très important. On est ici dans un petit département d'un peu plus de 300 000 habitants. C'est absolument essentiel d'avoir des parlementaires qui puissent se faire entendre à Paris et c'est pas facile de le faire quand on n'a pas d'expérience. Le Parti socialiste présente un candidat peu connu localement, Denis Robiliard. Cet avocat brigue la députation pour la première fois et face à l'expérience, il oppose l'idée de changement. C'est vrai que je ne suis pas un sortant. Simplement, moi je m'interroge sur le bilan du sortant aussi. Je constate que, en dehors de son rapport sur ces syndicats qui seraient beaucoup à critiquer, il a voté tous les textes de Sarkozy. Par conséquent, ce qu'il propose, c'est la possibilité pour la droite de maintenir la politique de M. Sarkozy sans M. Sarkozy à la présidence de la République. Mais dans cette bataille, la gauche part divisée en présentant pas moins de 5 candidats au premier tour.
Du côté du front de gauche, on ne compte pas faire de la simple figuration. La gauche ne gagnera pas sans le front de gauche, donc il est important que le front de gauche soit le plus fort possible dès le premier tour. Les députés élus, qu'ils soient de n'importe quelle composante, ne mèneront pas la même politique si le front de gauche est à 10, 15 ou 20%. Et c'est la raison pour laquelle nous présentons notre candidature. Avec près de 21% des voix sur le département à la présidentielle, le Front National compte jouer les troubles faits dans cette législative. Son objectif, obtenir une triangulaire. Il faut que nous soyons présents dans le maximum de circonscriptions au deuxième tour de façon à pouvoir peser sur le deuxième tour. Il ne pourra y avoir éventuellement localement des accords de désistement que si nous sommes en mesure effectivement de peser. Le résultat de la première circonscription du Loir-et-Cher s'annonce déjà comme très serré, avec une inconnue majeure, l'abstention qui peut faire basculer cette élection où chaque voix va compter. Et sur cette circonscription, 12 candidats au total sont en lice. Plusieurs partis sont représentés, vous le voyez à l'image, notamment le Mouvement pour la France, Europe Écologie Les Verts ou encore Lutte Ouvrière, le Parti de la France et le Trèfle, Nouveaux Écologistes. Et puis demain, nous nous intéresserons à la première circonscription d'Indre-et-Loire. Où en sont les travaux du tramway? L'avenue du Pont-Cher sera partiellement fermée à la circulation dans la nuit de jeudi à vendredi. L'occasion de faire le point sur l'avancée des chantiers. Les semaines qui arrivent s'annoncent particulièrement denses. Gaël Poulain. Approvisionner un chantier tramway en rail de 18 mètres de long, c'est parfois un défi et surtout une cause de bouleversement de circulation. Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'avenue du Pont-Cher, dans le quartier des Deux-Lions, sera donc fermée entre le rond-point Marcel Dassault et la rue Édouard Branly. De 22h à 6h du matin, une grue sera stationnée au milieu de la chaussée pour déposer les rails sur la plateforme tramway et d'autres restrictions de circulation sont à prévoir. En parallèle donc, de la fermeture de nuit, il y aura également pendant 2 journées, donc les 30 mai et 5 juin prochains, là l'entreprise va bétonner la plateforme, donc toujours entre le rond-point Marcel Dassault et la rue Édouard Branly. Donc là les conditions de circulation seront à nouveau légèrement modifiées puisqu'ils vont maintenir juste un sens unique qui sera le sens Tours-Joué-les-Tours entre approximativement 8h et 18h ces 2 journées-là. Et dans les semaines à venir, différents événements viendront ponctuer le chantier du tramway. Déjà, des rails font leur apparition en haut de la rue Nationale. En juin, le système d'alimentation par le sol sera installé rue Charles-Gilles et place Choiseul. Enfin, la démolition de l'îlot Vinci devrait reprendre en juillet. Le chantier avance donc, y compris sur le pont Wilson. Il y a effectivement eu des aléas de chantier qui ont fait prendre du retard, d'où la décision par la ville et conjointement Cité Tram de fermer le pont Wilson à la circulation. Donc aujourd'hui les travaux avancent, là aujourd'hui la multitubulaire a été posée, donc on rattrape le retard. Aujourd'hui, 45% des rails sont posés sur le tracé de la ligne. Il reste donc encore du chemin à parcourir, mais Cité Tram l'assure, les délais sont respectés pour une mise en service en septembre 2013. Gros plan à présent sur un projet à 35 millions d'euros. Il s'agit d'une immense chaufferie à bois qui verra bientôt le jour sur le site des magasins généraux à Saint-Pierre-des-Corps. Une centrale écologique qui permettra de chauffer plus de 10 000 logements et qui permettra aussi de créer une trentaine d'emplois à Brienne Bock. À cet endroit, au pied des anciens magasins généraux de la SNCF à Saint-Pierre-des-Corps, la société Dalkia construit une usine de cogénération de biomasse. Cette usine sera en fait une centrale qui utilisera les ressources en bois pour produire de l'énergie. L'installation concernée est une installation dite de cogénération biomasse qui produira de l'électricité verte qui sera injectée sur le réseau de distribution et de la chaleur issue d'énergie renouvelable qui alimentera plus de 50%, 13 000 équivalents logements de l'agglomération Tourangelle. Cette centrale consommera près de 92 000 tonnes de bois par an, un bois provenant d'un rayon de 100 km autour de Saint-Pierre-des-Corps. L'usine aura un design architectural unique avec 5 bâtiments qui s'inséreront dans le tissu urbain. 5 bâtiments pour 5 fonctions. La première fonction qui est la réception de la biomasse. La deuxième fonction qui est le stockage de la biomasse, donc stocké dans un silo de 4000 m3. La troisième fonction qui est la préparation de la biomasse dans un petit bâtiment. Ensuite on a le bâtiment chaudière qui est derrière moi. Et derrière le bâtiment chaudière on aura le bâtiment GTA, donc là où sera produite l'électricité verte.
Une énergie verte qui provient de la combustion du bois et non des énergies fossiles comme le fioul ou le gaz. Cette usine est vraiment écologique puisqu'elle aura un bilan environnemental particulièrement positif, puisqu'elle permettra la réduction chaque année de plusieurs dizaines de milliers de tonnes des émissions de CO2 sur l'agglomération. Des conduits seront construits sur 3,5 km, notamment près du boulevard Richard Wagner à Tours. Ces conduits, partant de la centrale de cogénération biomasse, permettront de substituer la moitié de la production énergétique de l'usine SCBC, qui alimente en chauffage les bâtiments au bord du Cher. La sculpture de Jean Royer pourrait tarder à voir le jour. En effet, l'association des Amis de Jean Royer avait lancé il y a 8 mois une souscription pour la réalisation d'un buste en la mémoire de l'ancien maire de Tours, décédé le 25 mars 2011, qui devrait être installé place de la Liberté fin 2013. 350 donateurs ont répondu à l'appel. À ce jour, 16 000 € ont été récoltés. Il manque encore 20 000 €. Les Amis de Jean Royer en appellent donc à la générosité des Tourangeaux. On écoute l'ancien adjoint Michel Montauban au micro de Lucie Séconi. Dans un premier temps, on souhaiterait que cette œuvre soit réalisée spontanément par les donations des Tourangelles et des Tourangeaux. Je pense que ça va tout à fait dans le sens de Jean Royer, qui n'aurait pas forcément accepté qu'on réalise une œuvre comme celle-ci prise sur les impôts. Mais si effectivement nous avons quelques soucis, on sollicitera bien évidemment quelques aides des collectivités si c'est nécessaire. Et vous pouvez aussi aller visiter le site internet www.lesamisdejeanroyer.com. L'école de commerce de Tours, l'ESSEM, fusionne avec 3 autres écoles, celles d'Amiens, Brest et Clermont-Ferrand, pour donner naissance à France Business School. L'objectif, être au top des écoles de commerce en Europe. Un projet éducatif dont le coût s'élève à 65 millions d'euros, qui regroupera 7000 étudiants ainsi que 300 partenaires internationaux. Un projet que nous aurons l'occasion de suivre sur TV Tours. Et puis, on termine ce journal avec cette initiative dans le Lochois, une école sans notes où l'enfant est au cœur et où la concurrence entre élèves n'existe pas. Certainement une première dans le département. Cette école alternative laïque qui a vocation à enseigner différemment devrait ouvrir ses portes à la rentrée prochaine. Plus de détails avec Romain Delville. C'est donc sur ce site de Beaulieu-les-Loches que devrait s'ouvrir à la rentrée 2012 la Pépinière, école alternative de la maternelle à la fin du primaire. Une école pleine d'idéaux, loin de la compétitivité ambiante qui pour certains a gagné le système éducatif classique. Nous, ce qu'on veut faire, c'est en effet suivre l'évolution de la société, mais pas de ce côté-là. Plus vivre avec les gens qui habitent autour de l'école. Et puis voilà, comme on vous dit, le jardin, avoir un jardin avec le potager fait par les élèves, avec les parents, on a les petits jardins juste à côté, donc avec des intervenants extérieurs. Une dizaine de familles s'est montrée intéressée par le projet. Un projet où l'enfant est respecté dans sa personnalité et son développement. Un projet prêt à accueillir les différences, toutes les différences. On espère qu'on va pouvoir, en recentrant le fonctionnement éducatif autour d'eux, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une pédagogie qui est un peu la même pour tout le monde, là, par le fait qu'il y ait un petit effectif, par le fait qu'il y ait du temps pour les enfants, qu'on arrive à les recentrer sur leur projet de vie. Les locaux sont loués à bas prix par la communauté de communes. 50 € par mois seront demandés aux familles pour les frais de fonctionnement. Et comme pendant 5 ans, l'école doit rester en dehors de tout contrat avec l'éducation nationale, la Pépinière est en recherche de mécènes pour payer l'enseignant. Le vocable public qu'il y avait dans notre projet à l'initial est devenu un vocable gratuit. Donc une scolarité gratuite, ça veut dire qu'il faut bien trouver l'argent quand même pour payer les enseignants et les lieux. Et donc on fait une recherche de fonds tout azimut auprès des entreprises de la région lochoise comme de l'Indre-et-Loire pour pouvoir ouvrir en septembre. Donc c'est un budget de 45 000 € environ pour la première année. La Pépinière est donc en recherche de fonds. C'est l'un des leitmotifs de la journée porte ouverte le samedi 2 juin. Parce qu'une autre école est possible, c'est en tout cas la volonté de l'association Germe. Et dans un instant, on parle d'une grande aventure inédite au cœur du vignoble de Loire, la Loire au trésor avec Anne-Sophie Le Rouge d'Interloire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retrouvez-nous tout de suite pour l'invité de la rédaction.